Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité. Aujourd'hui, j'ai le goût de dire de l'actualité des peuples opprimés. Parce que je vais jeter un œil sur ce qui se passe, ce qui se trame dans la bande de Gaza, au Moyen-Orient, avant de retourner dans notre Haïti natale et de vous parler de ce qui se fait aussi à Port-au-Prince. Je vous entends, la question logique que vous vous posez, c'est quel lien y a-t-il entre Gaza et Port-au-Prince? Je comprends votre question. Et je vous l'aurais posé aussi si vous-même, vous m'avez conduit à comparer Gaza et Port-au-Prince. Eh bien, le voici le lien. Si vous n'avez pas suivi l'actualité au Moyen-Orient, cette nouvelle risque de vous échapper. Eh bien, imaginez qu'un ministre des Finances d'Israël, un ministre en fonction, s'il vous plaît, il est allé d'une déclaration scandaleuse. On est encore en pleine guerre entre le Hamas, qui n'est pas une armée à proprement parler, c'est plutôt un groupe de résistance, c'est plutôt un groupe de militance. J'essaie, dans le cas de Hamas, de ne pas utiliser l'expression trop souvent utilisée pour qualifier ces militants-là, pour qualifier ces activistes-là, à savoir qu'ils sont des terroristes. Pourquoi je ne veux plus utiliser ce terme? Mais c'est parce qu'on ne sait plus qui est terroriste et qui ne l'est pas. Si un terroriste, c'est quelqu'un qui utilise la terreur pour faire avancer sa cause, eh bien, franchement, l'État d'Israël est un État terroriste parce que c'est ce que l'État d'Israël de Binyamin Netanyahou est en train de faire, utiliser la terreur pour avancer ses causes, des causes inavouables.
Alors, je vous disais que si vous ne suivez pas l'actualité au Moyen-Orient, cette nouvelle risque de vous échapper. Alors, je vous disais qu'imaginez un ministre des Finances en fonction, un ministre des Finances qui fait partie du cabinet du gouvernement de Binyamin Netanyahou a fait cette semaine une déclaration scandaleuse, une déclaration qui m'a mise en colère. Le ministre des Finances, donc qui fait partie du cabinet de Binyamin Netanyahou, qui est en guerre contre le Hamas depuis octobre 2023, eh bien, il a dit, vous savez, la guerre d'Israël à Gaza, c'est une bonne chose. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi la guerre à Gaza est une bonne chose, il répond, parce qu'il en coûte moins cher aujourd'hui d'acheter un terrain à Gaza qu'il y a plus que 2 ans. Il dit, écoutez, désormais, on peut faire de bonnes affaires en immobilier parce que, puisque la population fuit, puisque c'est un terrain de guerre, eh bien, il en coûte moins cher d'acheter un terrain à Gaza qu'il y a 2 ans. Donc, c'est une bonne chose que la guerre à Gaza. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont ça a commencé? Nous sommes en octobre 2023. Des membres du groupe armé Hamas sont entrés sur le territoire d'Israël. Ils ont fait plusieurs centaines d'otages. Évidemment, puisqu'il s'agit d'humains, nous sommes touchés par cette prise d'otages. Nous sommes solidaires avec les familles des otages. Nous sommes solidaires aussi avec les otages et ce que nous souhaitons en tant qu'humains, c'est leur libération. Rien de moins. Peu importe leur fonction, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, peu importe justement leur origine, leur citoyenneté, leur nationalité, tous les humains sont des humains et ils devraient être traités de manière égale. Donc, le premier sentiment que j'éprouve quand je pense à ces otages, ces centaines d'otages, n'est-ce pas, de Hamas, eh bien, c'est de la solidarité, c'est de la compassion. Je souhaite leur libération. Bon. Et normalement, le chef du gouvernement de l'État d'Israël devrait avoir pour ambition, devrait avoir pour objectif de libérer les otages. Car si la prise d'otage a été le casus belli, si la prise d'otage c'est véritablement la raison pour laquelle Israël est parti en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, eh bien, l'objectif de Binyamin Netanyahou devrait être de libérer les otages. L'objectif des négociations avec le Hamas devrait être de libérer les otages. Franchement, 2 ans plus tard, ce n'est pas seulement moi, mais ce sont les familles des otages. Les familles des otages elles-mêmes disent, écoutez, Binyamin Netanyahou n'a aucune intention de libérer les otages. Au fait, il ne veut même pas les avoir vivants. Il se sert de cette prise d'otages comme opportunité pour perpétrer ce qu'on appelle un nettoyage ethnique. Rien de moins. Binyamin Netanyahou est ce premier ministre d'Israël qui a toujours voulu coloniser, c'est-à-dire voler
des terres qui appartiennent jusque-là aux Palestiniens pour donner ces terres-là à des Juifs qui prétendent que cette terre-là leur appartient. Est-ce qu'ils ont des titres de propriété? Non, ils n'en ont pas. Pourquoi cette terre leur appartient? Mais parce que Dieu leur avait promis cette terre il y a plusieurs milliers d'années. Vous savez qu'avec un tel raisonnement, on peut tout dire. Hein? C'est ce type de raisonnement qu'on ne peut pas tenir devant des gens sérieux. C'est ce type de raisonnement-là, au fait, qui n'est même pas un raisonnement. C'est du sophisme, tout simplement. C'est de l'imbécilité. Tu débarques chez moi, tu dis, mais cette maison-là devrait te revenir. Et quand je te dis, mais sur quoi reposent tes prétentions, tu dis, mais Dieu me l'a promise, cette maison. C'est pas compliqué, je te botte le cul jusqu'en enfer. Mais les colons juifs ont précisément le même langage, ils tiennent le même sophisme. Binyamin Netanyahou agit en fonction de cette logique-là. Même si cette terre appartient dans les faits aux Palestiniens, eh bien, qu'à cela ne tienne, Binyamin Netanyahou dit que cette terre doit revenir au peuple d'Israël. Pourquoi donc? Mais parce que Dieu nous l'a promise, cette terre. Et tous les prétextes sont bons. On se rend compte que la prise d'otage d'octobre 2023 n'est qu'un prétexte pour Binyamin Netanyahou pour perpétrer un véritable nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Notez bien, l'aide humanitaire est refusée. Hein? Personne ne peut oser apporter de la nourriture à une population qui n'en peut plus de souffrir. Hein? Ici, il s'agit là de crimes de guerre. On est en train d'affamer une population civile. Il s'agit là, n'est-ce pas, de crimes contre l'humanité. Binyamin Netanyahou est en train de perpétrer un nettoyage ethnique. Il est en train, n'est-ce pas, de se débarrasser des Palestiniens qui vivaient jusque-là dans la bande de Gaza, afin, nous dit clairement le ministre des Finances, de revendre la terre des Palestiniens à des colons juifs qui n'attendent que cela, qui n'attendent que des aubaines en immobilier pour s'emparer de la terre des Palestiniens. Et comme si cette déclaration-là n'était pas suffisamment scandaleuse, comme si elle n'était pas suffisamment scélérate, comme si elle n'était pas suffisamment criminelle, vous vous souvenez, il y a à peine 2 semaines, des gens d'affaires ont déposé sur le bureau de Donald Trump un plan pour reconstruire Gaza, pour en faire littéralement un Eldorado, pour en faire, si vous voulez, une ville moderne avec toutes les technologies, avec les hôtels les plus luxueux, avec les plus belles plages. On va donc confier la gestion de la bande de Gaza à des gens d'affaires pendant 10 ans. Pendant ces 10 années, on va encourager les Palestiniens à vendre leurs terres, à laisser justement la bande de Gaza pour aller vivre soit en Égypte ou bien dans des pays avoisinants. Mais en tout cas, laissez votre terre, vendez-la nous. Nous, les gens d'affaires, nous allons en faire quelque chose de plus beau et vous allez revenir, suivez mon regard, dans 10 ans. Pour y travailler. On va vous donner du travail dans des hôtels. On va vous donner du travail dans des centres de technologie. On va créer des écoles que vos enfants pourront fréquenter, non pas comme, n'est-ce pas, comme population autochtone, mais comme étrangers. Vous commencez à comprendre le lien maintenant? Le ministre des Finances nous dit substantiellement, mais il n'a jamais été question de libérer les otages. Les otages ne sont qu'un prétexte. La prise d'otage n'est pour nous qu'une opportunité d'affaires. Grâce à cette prise d'otage, là, en fait, on devrait même remercier le Hamas. Grâce à cette prise d'otage, n'est-ce pas, du Hamas, nous sommes entrés à Gaza, nous sommes en train de perpétrer un nettoyage ethnique, nous sommes en train de commettre des crimes de guerre, parce que notre intention réelle, c'est de faire baisser le prix des transactions immobilières à Gaza. Nos Juifs vont acheter des terres à Gaza. Entre-temps, nous avons déposé un plan sur le bureau de Donald Trump, lequel plan a été approuvé. Nous allons confier la gestion de la bande de Gaza à des gens d'affaires, à des consortiums d'affaires pendant 10 ans.
Nous allons encourager les Palestiniens à aller vivre ailleurs. Nous allons même leur donner de l'argent pour qu'ils puissent s'installer ailleurs dans le monde. Et s'ils refusent de le faire, nous allons encourager Benyamin Netanyahou à affamer la population qui reste. Nous allons encourager Benyamin Netanyahou à interdire aux journalistes, à interdire aux organisations de bienfaisance internationale d'apporter de l'aide, d'apporter des soins médicaux. Nous allons encourager Benyamin Netanyahou à bombarder des hôpitaux, à bombarder des écoles, à prendre en cible des stations de télévision, des stations de radio, ce qui en soi est un crime de guerre, car la loi internationale, le droit international interdit en temps de guerre aux belligérants de prendre en cible, n'est-ce pas, des bâtiments civils. Une chaîne de télévision, c'est clairement une cible civile. Des hôpitaux, ce sont clairement des cibles civiles, donc c'est un crime de guerre, c'est une violation du droit international, mais on s'en fout. On s'en fout, parce que les véritables intérêts ici, c'est de l'argent. Vous avez vu le titre de l'émission, de Gaza à Port-au-Prince, la même avarice, le même amour pour de l'argent, le même goût de s'enrichir sur le dos des gens, le même goût de s'enrichir sur le cadavre des autres. Il s'agit de ça. Cadavre des enfants, cadavre de femmes, cadavre de civils. On s'en fout. On veut ce bout de terre-là, qu'il ait appartenu aux Palestiniens, on s'en tape. On va opérer un nettoyage ethnique. Bientôt, il n'y aura plus de Palestiniens dans la bande de Gaza. Donald Trump a déjà approuvé le plan de reconstruction. On va confier cette bande à des gens d'affaires qui vont la transformer, cette bande de terre, en un véritable Eldorado. Et alors, les Palestiniens reviendront comme étrangers pour y chercher du travail. Vous vous souvenez de la question que vous m'avez posée au début de l'émission? J'ai dit, quel lien y a-t-il? Vous m'avez demandé, mais quel lien y a-t-il entre Gaza et Port-au-Prince? Mon introduction est en train d'éclaircir, du moins je l'espère, l'enjeu véritable. Ce qui se passe à Gaza est révélateur, est symptomatique de ce qui est en train de se passer à Port-au-Prince. Derrière le chaos, derrière l'installation des terroristes dans l'agglomération de Port-au-Prince, derrière la terreur, le déplacement de la population civile à Port-au-Prince, c'est la même avarice qu'on trouve dans la bande de Gaza. En sorte que le titre de l'émission se justifie, de Gaza à Port-au-Prince, la même avarice. L'introduction était longue, vous avez raison. Vous connaissez le rituel, à ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car ce matin encore, nous aurons besoin de toute notre tête pour comprendre ce qui est véritablement en jeu à Gaza, pour comprendre véritablement ce qui est en jeu chez nous à Port-au-Prince. Au retour de la dite pause, nous lancerons une courte vidéo pour vous aider à avoir une image crue de ce que les Haïtiens sont en train de subir dans la plus grande indifférence de la communauté internationale. À tout à l'heure, les amis. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femmes, kou garçon, ti moun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nou yo, maré complot ak malfecté local, yo gaye gros âme fan fois, tout partout sous île ya. Yo senen tout passage. Moun de bien ki en dan pa ka sorti, moun de bien ki de yo pa ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. First Shiloh Baptist Church, 424 Main Street, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, citoyen moun de bien tanmen yon chita tande pour aider résoudre problème sécurité en Haïti, tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Entrée gratis.
n'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon frère. Avant la pause, on s'était promis donc de retourner dans notre Haïti natale. Et encore une fois, c'est un exercice qu'il vaut la peine de faire. Hein. Les gens d'affaires sans scrupules, les politiciens véreux comme Donald Trump, Benjamin Netanyahu, ils ont les mêmes réflexes. Ils ont les mêmes réflexes. Et pour eux, un Palestinien, un Noir, c'est-à-dire un Haïtien, un Africain, c'est la même chose. Ces gens-là ne méritent pas d'avoir la paix, ils ne méritent pas de vivre en paix. Ils ne méritent pas de vivre sur une terre agréable. Ils ne méritent pas d'être entourés de plages. Ils ne méritent pas d'avoir le soleil. Au fait, si ces gens-là, ces gens d'affaires véreuses, des politiciens comme Donald Trump ou Benjamin Netanyahu, pour moi, c'est la même mentalité. S'ils avaient le pouvoir d'extraire le soleil de certains territoires, de faire en sorte que certains peuples ne puissent respirer, exemple, ben, ils l'auraient fait. C'est ce même type de raisonnement-là qui a conduit à l'esclavage. C'est ce même type de raisonnement qui a conduit à la colonisation. Vous observez les ressources des autres, vous convoitez leurs terres, vous convoitez leur pays, vous convoitez leurs ressources, et normalement, quand on veut quelque chose que l'autre a, mais on peut lui faire une offre. À charge pour lui de dire oui ou non. On peut faire une contre-offre, exemple. On peut augmenter, on peut bonifier son offre, mais quand l'autre dit non, ça s'arrête là. Mais dans ce type de comportement, il n'y a même pas d'offre, il n'y a même pas de commerce, il y a tout simplement rapine, il y a tout simplement vol, et c'est ce qui a conduit à l'esclavage. Historien, moi, me commande de vous faire ce petit rappel. Des peuples arabes ont commencé à nous rendre visite en Afrique et ils ont constaté que chez nous, il y a de l'or en abondance. Chez nous, il y a toutes sortes de métaux précieux. Chez nous, il y a toutes sortes de ressources dont eux, les Arabes, sont privés. Alors là, ils ont commencé par faire de petites razzias. Ils ont commencé par faire par commettre des larcins. Et lorsque par les Arabes, les Occidentaux ont entendu parler de ces richesses immenses qui se trouvent en Afrique, alors là, les Occidentaux ont donné des armes, des fusils aux Arabes qui ont littéralement attaqué les États africains. On parle d'empires, on parle de royaumes bien établis qui vivaient en paix les uns avec les autres. Non content de fournir des armes et des munitions aux Arabes pour nous soumettre, eh bien les Occidentaux sont entrés eux-mêmes, à compter du XVe siècle, en Afrique pour n'en plus jamais ressortir. Et n'allez pas croire que parce que en théorie il n'y a plus d'esclavage, parce que en théorie il n'y a plus de colonisation, les Occidentaux, ces politiciens véreux, ces gens d'affaires sans scrupules, n'allez pas croire que leurs réflexes ont changé. Ils ont encore cet atavisme-là. Il y a des peuples qui n'ont pas droit au soleil, il y a des peuples qui n'ont pas droit au bien-être. Il y a des peuples qui n'ont pas droit à certaines ressources, surtout si nous, en Occident, on a besoin de ces ressources-là. C'est pas compliqué, on va y entrer, on va les prendre, ces ressources-là. Quitte à les chasser, ces peuples. Quitte à opérer un nettoyage ethnique. Et retenez le mot s'agissant de Gaza. Il s'agit là d'un nettoyage ethnique. On veut nettoyer le territoire de ces Palestiniens pour le vendre à rabais à des Juifs, pour en faire des colonies juives. Le plan a été déposé sur le bureau de Donald Trump, la presse, une certaine presse en a parlé.
Le ministre des Finances du cabinet de Binyamin Netanyahou, n'est-ce pas, s'est réjoui de ce que désormais il y a des aubaines extraordinaires dans la bande de Gaza. Donc, l'enjeu véritable à Gaza, ce ne sont pas les otages. L'enjeu véritable à Gaza, ce n'est pas de se débarrasser du Hamas. L'enjeu véritable à Gaza, ce ne sont pas les négociations qui se déroulent, n'est-ce pas, ailleurs. L'enjeu véritable, c'est comment faire l'argent sur le dos de ces enfants, sur le dos de ces pauvres humains, sur le dos de ces misérables. Vous me direz, mais le droit international existe, l'ONU existe, mais l'ONU est incapable de faire quoi que ce soit. L'ONU est incapable d'imposer des sanctions à Israël puisque les États-Unis de Donald Trump s'y opposent à chaque fois. Le Conseil de sécurité n'est même pas capable, n'est-ce pas, d'émettre une condamnation. On parle d'un texte qui condamne ce qui est en train de se faire en Israël. Non, personne ne peut rien faire. Parce que ce qui compte pour Binyamin Netanyahou, ce qui compte pour Donald Trump, c'est de faire de l'argent à tout prix. Et voilà que cette prise d'otage nous a offert de l'opportunité pour en faire. Nous allons en faire à tout vent. Au diable le droit international. Maintenant, je vais vous proposer de regarder une vidéo qui nous projette ce qui est en train de s'opérer à Port-au-Prince. Notez, en Israël, on a un casus belli. Binyamin Netanyahou, même s'il est détestable, peut toujours évoquer comme casus belli la prise d'otages. Plusieurs centaines d'Israéliens ont été pris en otage par le Hamas. Donc nous sommes permis d'entrer en guerre contre le Hamas. C'est ça le casus belli. Maintenant, regardez cette vidéo, une courte vidéo qui montre de manière crue ce que la population civile de Port-au-Prince, ce que la population haïtienne est en train de subir dans l'agglomération de Port-au-Prince. Et posez-vous la question, mais quel est le casus belli? Pourquoi le peuple haïtien subit-il cela? Est-ce qu'il y a guerre? Est-ce qu'il y a conflit religieux? Est-ce qu'il y a conflit entre deux régions de ce pays? Nullement. Je continue à poser la question, mais quel est le casus belli? Pourquoi y a-t-il tant de crimes? Pourquoi y a-t-il tant de terreur? Pourquoi y a-t-il tant de déplacés? Et vous comprendrez que la réponse à toutes ces questions se résume en un mot, le mot avarice, l'amour de l'argent. On veut faire du fric sur le dos d'un peuple pauvre. On veut faire du fric sur le dos d'une population pauvre, mais dont le territoire est riche. C'est pas compliqué. Il faut forcer ces gens-là à quitter. Et je vais vous dire ce qui s'en vient. Regardons ensemble cette courte vidéo, les amis. Non, ces images ne viennent pas d'Ukraine. Ce n'est pas non plus Gaza. C'est bien Port-au-Prince. Plus précisément, Delma 18, Solino, Nazon et Chris-Roy. Ces quartiers populaires transformés en véritables champs de ruines par le gang criminel Vivre Ensemble. Caméra à l'épaule, on découvre des rues désertes, des murs criblés de balles, des maisons incendiées. À Delma, les carcasses de voitures brûlées jonchent le sol. Les flammes ont également ravagé la maison Safari Motors, détruisant magasins, voitures et équipements. Dans les rues, des ossements humains carbonisés témoignent de l'horreur. Certains corps n'ont jamais été récupérés, réduits en cendres dans l'indifférence des autorités. À Nazon, même les églises n'offrent plus de répit. Une femme voit son église réduite en cendres par le gang Vivre Ensemble, anéantissant les sacrifices et l'espoir des fidèles. Oh, je fidèle, il m'a bâti ses vestis. Oh, mettez tête ensemble. Et puis c'est comme ça, ça déchire.
Et puis, il y a ce bâtiment administratif, symbole d'un État déjà fragile. L'ONA à Carrefour Aéroport. Le feu l'a dévoré entièrement. Les archives, des dizaines d'années de documents, de dossiers de pensionnés, de contrats, sont partis en fumée. Sur le sol noirci, il ne reste que des liasses de papier réduits en poussière. Le gang Vivre Ensemble impose sa loi par la mort et la terreur. Taxes illégales, enlèvements, exécutions sommaires. Dans ces quartiers, l'État n'existe plus. Peut-être que le gang reviendra. Peut-être que le silence actuel n'est qu'un souffle avant la tempête. Pourtant, même au milieu des ruines et des cendres, les habitants trouvent la force de respirer. Delma, Solino, Chris Roy, Nazon. Ces noms qui résonnent aujourd'hui comme des synonymes de guerre. Et pourtant, ce n'est pas un front lointain. C'est Haïti, c'est Port-au-Prince. En 2025. Cette vidéo de quelques minutes, c'est un condensé de la misère haïtienne. Ces gens qui sont aux abois, ces gens qui courent à gauche et à droite et qui ne savent même pas où se rendre. Ces gens qui courent et qui se demandent, mais pourquoi on me fait ça? Pourquoi on nous fait ça à nous? La population palestinienne pourrait dire, ah, mais écoutez, si Israël nous fait ça, c'est parce que le Hamas lui a offert le beau prétexte. Mais s'agissant du peuple haïtien, à qui la population civile a-t-elle fait du tort? Cette personne-là, à qui on demande de laisser sa maison qui ne vaut que, bon Dieu, quelques centaines de dollars, là, ou quelques milliers pour être réaliste. Vous regardez certaines maisons desquelles on chasse la population civile, mais vous dites que qu'est-ce que ça vaut, mais quelques milliers de dollars? On entre dans des églises, on fout le feu, on entre dans des universités, dans des facultés, on chasse des étudiants, on entre dans des commissariats de police, on fout le feu, on entre dans un palais de justice, on rase tout. Mais la question à se poser, mais qu'est-ce qu'il y a? Des jeunes meurent sur le banc de l'école. Mais qu'est-ce qu'il y a? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a? Si vous demandez aux victimes, mais pourquoi on leur fait ça? Mais elles-mêmes ne savent pas pourquoi on leur fait ça. On nous dit, mais de quitter la maison. Il y a quelques semaines, j'en avais parlé, Barbecue leur a dit, mais revenez, mais quand ils reviennent, ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils constatent? Mais on ne peut plus revivre là. Pourquoi? Parce que, mais la maison est rasée complètement. Tout ce qu'on voit, c'est un pan de mur, mais il va falloir vendre. Hein. C'est à cette réflexion-là qu'on veut les amener. Mais la véritable question, c'est même les terroristes. Quand on leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Mais ils n'ont pas de raison. Notez que Barbecue et les autres terroristes sont recherchés, leur tête est mise à prix, l'ambassade américaine, n'est-ce pas, encouragée en ceci par le ministère de la Justice, met $1 million sur la tête de certains bandits, mais entre-temps, des journalistes américains ont l'opportunité d'interviewer Barbecue, d'interviewer Vitellum. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils répondent, mais c'est parce qu'il y a trop d'inégalités en Haïti. Ah bon? Il y a trop d'inégalités en Haïti et vous êtes en train, n'est-ce pas, de commettre encore plus d'inégalités. Quand on leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils disent, écoutez, il y a trop d'injustice en Haïti. L'État ne s'est pas occupé des jeunes. L'État ne s'est pas occupé de la population civile. Donc, en réponse, nous sommes en train de chasser la population civile de chez elle. Pour quelle raison? Parce que l'État ne s'est jamais occupé de la population civile. Les jeunes auraient dit c'est du n'importe quoi. Au fait, c'est du gros n'importe quoi. C'est du sophisme. C'est de se foutre de la gueule des gens. Au fait, on offre à Barbecue, on offre à Vitellum, on offre à ISO
l'opportunité de faire de l'argent, mais ils ne savent pas vraiment pour qui ils travaillent, ils ne savent même pas à quelle fin ils font cela. Au fait, ils font de l'argent parce qu'ils kidnappent, ils font de l'argent parce qu'ils rançonnent, ils font de l'argent parce qu'ils mettent des postes de péage sur les routes haïtiennes, ils ferment certaines régions tout simplement. Mais en gros, si vous leur dites, mais à quelle finalité faites-vous cela? Ils ne le savent pas. Et c'est mon travail en tant qu'analyste de faire ressortir ce qui se cache. C'est mon travail en tant qu'analyste de faire ressortir ce qu'on ne veut pas nous avouer pour l'instant. On est en train d'opérer un nettoyage ethnique. On est en train de chasser d'Haïti une bonne partie de sa population. Et si vous prenez une carte là, avec les richesses d'Haïti, si vous prenez une carte avec les ressources d'Haïti, eh bien, c'est pas compliqué. Les zones où s'établissent les terroristes, les zones desquelles ils chassent la population civile correspondent parfaitement aux zones où il y a du pétrole, aux zones où il y a de l'iridium. Donc toutes ces ressources rares dont les gens d'affaires vont avoir besoin pour faire du fric, d'où le mot avarice, de toutes ces ressources dont des pays pilleurs, qu'on appelle des pays riches, vont avoir besoin pour accroître leur richesse. Vous savez qu'il y a de ces émissions que je n'aime pas faire. Celle de ce matin, si j'avais le choix, je ne l'aurais pas faite. J'aurais tellement aimé parler d'un sujet plus réjouissant. J'aurais tellement aimé parler de quelque chose qui ne me tient pas tant à cœur. J'aurais tellement aimé parler de sujets qui ne bouffent pas mes entrailles. Mais je ne peux pas. Parce que je vois ce film-là, ce film cauchemardesque, je vois ce film, n'est-ce pas, macabre se dérouler sous mes yeux et je dis, mais tiens, il faut faire quelque chose. Tout comme dans le cas de Gaza, des gens d'affaires ont déposé un plan de reconstruction sur le bureau de Donald Trump. Croyez ma parole. Si on ne fait pas quelque chose, et je vais vous dire ce qu'il nous faudra faire dans les prochains mois, Donald Trump va y aller de tweets, il va y aller d'une réponse en apparence anodine au bureau ovale où il va dire, écoutez, Haïti c'est un véritable chaos, les Haïtiens ne peuvent pas se diriger eux-mêmes, il faut confier ça à des gens d'affaires qui vont reconstruire Haïti. Entre-temps, on va encourager les Haïtiens à s'installer dans les pays avoisinants. On va même aider les gouvernements des pays avoisinants à leur donner de l'argent pour accueillir des Haïtiens. Et on va confier la gestion d'Haïti à des consortiums internationaux et il va même nous présenter un beau plan avec trompette et tambour pour nous montrer comment des resorts, comment des hôtels de luxe vont pousser comme du champignon là-bas. Et alors, dans 10 ans, tiens, puisque c'est le chiffre qu'on utilise pour Gaza, dans 10 ans, les Haïtiens pourront revenir. Et encore une fois, Donald Trump va même vouloir qu'on l'applaudisse. Il va vouloir aller chercher le prix Nobel parce que c'est lui qui va transformer Haïti de ce chaos en un pays bien ordonné. Ce plan-là existe déjà, les amis. Ce plan-là existe déjà. C'est pas pour rien que les gens d'affaires, la même oligarchie, travaillent de concert avec des Saoudiens, je vous en ai parlé. Ils travaillent de concert avec, n'est-ce pas, les Émirats Arabes Unis. Ils font beaucoup de lobby auprès du bureau ovale, auprès du Sénat américain. Ils sont en train de nous convaincre du fait que nous sommes incapables de nous sortir nous-mêmes du chaos et qu'il faut confier la gestion de ce pays à des gens internationaux. C'est ce qu'un émissaire français avait dit d'Haïti, déjà en 2004. Il a dit, Haïti doit devenir une espèce de, n'est-ce pas, élève international qui va vivre au crochet de la communauté internationale. Les Haïtiens ne pourront plus se diriger eux-mêmes. Il faudra confier la gestion politique d'Haïti, n'est-ce pas, à la communauté internationale qui s'en occupera elle-même.
est-ce qu'on n'est pas en train de nous convaincre que nous sommes incapables de nous sortir nous-mêmes du chaos, que nous sommes incapables, n'est-ce pas, de nous auto-gouverner et qu'il faut confier la gestion de ce territoire à d'autres? Posez-vous la question. Depuis quand les gens riches s'intéressaient-ils à des territoires pauvres? Non. Il y a un principe dans les relations internationales. Il y a un principe dans l'histoire des nations. Dès qu'il y a conflit quelque part, sachez qu'il y a des ressources. Il n'y a jamais conflit là où il n'y a pas de ressources. Dès que les pays de la communauté internationale s'intéressent à un territoire, vous pouvez vous assurer qu'il y a là des ressources à voler. Vous pouvez vous assurer qu'il y a là quelque chose que l'on convoite. Nous sommes en train de vivre ce qui se passe à Gaza, un nettoyage ethnique. Ces femmes-là qui ne savent même plus où aller, ces enfants qu'on chasse de leurs écoles, ces étudiants qu'on chasse de l'université, ces gens qu'on kidnappe, qu'on décapitalise, ces maisons desquelles on chasse les gens, mais à quelle fin? Où est le casus belli? On est en train d'installer le chaos pour nous convaincre que nous sommes incapables de nous gouverner, que nous sommes incapables, n'est-ce pas, d'autodétermination. Et un beau matin, je vous le dis, vous connaissez le style d'un certain Donald Trump, il va y aller, il va se fendre d'un tweet. Ou alors il va faire une déclaration lors d'un point de presse qui n'a rien à voir avec Haïti. Il va dire, écoutez, Haïti est un véritable chaos, il faudra confier la gestion à des consortiums internationaux. Peut-être va-t-il nous présenter tout simplement un beau matin, un beau plan qui a été déposé sur son bureau et il va dire franchement, ça c'est le salut du peuple haïtien. Et il s'en trouve de ces oligarques, il s'en trouve de ces politiciens qui cherchent déjà à nous vendre la chose comme notre planche de salut. Alors quelle est la solution, les amis? Je vous en parle après la pause que voici. À tout à l'heure. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femmes, kou garçon, ti moun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nou yo, mare complot ak malfekte lokal. Yo gaye gros âme fan fois, tout partout sous île ya. Yo sene tout passage. Moun de bien qui en dedans pas ka sorti, moun de bien qui de yo pas ka entrer. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. First Shiloh Baptist Church, 424 Main Street, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, citoyen moun de bien tanmen yon chita tande pour aider résoudre problème sécurité en Haïti. Tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Avant de nous demander ce que nous devons faire, j'ai même pas dit ce que nous pouvons faire, mais regardons ce que nous avons déjà fait. Au fait, nous avons tout fait sauf la bonne chose. De mémoire de 93 à nos jours, c'est quoi? C'est pas moins de 11 missions. Haïti est devenu une espèce de laboratoire, comme tous les pays africains d'ailleurs. On déstabilise. Donc on fait de la déstabilisation de la sécurité d'un pays. La France a fait ça allègrement dans les pays de la France-Afrique pour justifier le maintien de son armée sur ces territoires-là. On parle de Burkina Faso, on parle, n'est-ce pas, du Mali jusqu'à présent, enfin jusque-là. Eh bien, on commence par faire de la déstabilisation de la sécurité, de la déstabilisation de l'État, de la déstabilisation d'un territoire. Comment on fait ça? C'est pas compliqué. On inonde le pays d'armes.
d'armes de guerre. On place au pouvoir des fantoches qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucun patriotisme et qui n'ont surtout pas la volonté de résoudre le problème. Entre-temps, s'agissant de l'Afrique, Paris agit en marionnettiste. S'agissant d'Haïti, nous avons droit à une trilogie, à un trio infernal, hein, je disais, une trilogie infernale, un trio diabolique. Les États-Unis, la France, le Canada, qui agissent, n'est-ce pas, en marionnettistes, on nous place des fantoches au pouvoir qui n'ont aucune volonté de résoudre le problème. On inonde le territoire d'armes. On encourage ces fantoches qu'on place au pouvoir à dialoguer avec ces terroristes qui sont armés par ces mêmes pays qui jouent le rôle de pacificateurs ou bien de pompiers, alors qu'ils sont de véritables pyromanes. Et puisque ces politiciens et croupions n'ont pas de vision, ils n'ont pas de légitimité, alors ils demandent précisément à ceux qui déstabilisent le territoire de l'aide. Et alors là, au cours de ces 30 dernières années, nous avons eu droit à quoi? Pas moins de 11 missions. MINUA, MINUSTA, MINIJUS. Probablement que la prochaine mission va s'appeler MINIJUP. Au fait, c'est du tourisme sexuel, 9 fois sur 10. Notre ami Frédéric Boiron, sociologue de son état, a une fois déclaré sur notre plateau que des soldats, ce qu'on appelle des soldats de l'ONU, entre autres des soldats canadiens, lors de la dernière mission, nous ont fait pas moins de 1 million d'enfants. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de tourisme sexuel. Les soldats ou les policiers qui vont là, ils ne vont là pour régler nos problèmes. Non, ils ne vont pas là pour régler nos problèmes. Il y a des gens qui témoignent du fait qu'ils ont été kidnappés à la barbe, c'est-à-dire au vu et au su des policiers ou des militaires de l'ONU, des soldats de l'ONU qui disent « Écoutez, nous ne sommes pas là pour intervenir en cas de conflit. Nous sommes là dans une situation de maintien de la paix. Encore faut-il qu'il y ait de la paix pour la maintenir. » Haïti est devenu cette espèce de laboratoire. Et les rats de laboratoire, c'est nous, les Haïtiens. C'est nous. On nous essaye toutes sortes de missions. Regardez, Madame Lalim, qui était représentante de l'ONU jusqu'à tout récemment, disait, il y a 6 ans maintenant, que c'est une bonne chose pour les gangs. Donc, ceux qu'ils appellent aujourd'hui des terroristes, c'était une bonne chose pour eux d'être fédérés. Donc, c'était une idée de Madame Lalim, représentante de l'ONU, de mettre ensemble les gangsters, vivre ensemble. Ce ne serait pas étonnant que même le nom de cette organisation criminelle soit suggéré par Madame Lalim. Elle avait suggéré la fédération de ces gangsters. Mais maintenant, il s'appelle Vivre ensemble. Donc, nous avons tout essayé, sauf la bonne chose. Entre-temps, les pays qui disent qu'ils veulent nous aider, commençons avec la France. Nous faisons face à des terroristes qui ont des armes de guerre, des armes létales, comme on dit dans le langage militaire. Et qu'est-ce que la France offre à la police haïtienne? Des motos. Avec trompette et tambour. L'ambassadeur y est allé, la main sur le cœur, d'une grande générosité. La France, qui a toujours été tendre avec Haïti, qui veut le développement d'Haïti, qui veut le bien-être du peuple haïtien, offre des motos. Des motocyclettes, avec applaudissements en plus, hein, à la police haïtienne. Waouh, mais quelle générosité! Que fait le Canada? Pas mieux. Lorsque sous le gouvernement d'Ariel, Haïti a voulu acheter du matériel militaire, eh bien, le très détestable Sébastien Carrière, alors ambassadeur, a rapidement positionné le Canada pour que ce dernier rafle le contrat, sans appel d'offres. Et qu'est-ce que le Canada nous a envoyé? Des tanks de merde. Des tanks de nègres. La même chose.
S'agissant d'un pays de nègres, on leur donne des tanks merdiques. Entre-temps, si vous comparez ce que le Canada donne à l'Ukraine à ce que le Canada nous livre, parce que nous l'avons acheté, ça. L'Ukraine n'a rien acheté du Canada. Le Canada donne aux Ukrainiens parce qu'ils sont des Blancs. Mais nous avons acheté le Canada de Sébastien Carrière. C'était lui qui a poussé le contrat, qui le défendait du bec et des ongles. Le Canada nous a donné des tanks de merde parce que nous sommes un pays de nègres. Que font les États-Unis d'Amérique? Ils sont allés chercher les Kenyans, qui sont aux prises déjà avec toutes sortes d'épidémies, qui sont aux prises, n'est-ce pas, avec toutes sortes de maladies. On nous les balance et puis on sait qu'ils n'auront pas le même niveau d'engagement, mais on s'en fout. Les États-Unis disent, mais écoutez, on va vous payer de l'argent. On a parlé à un moment donné, de 600 millions de dollars. Je dis aux Kenyans, écoutez, ne croyez pas, hein, aux promesses des États-Unis, vous ne verrez pas la couleur de cet argent. Hein? Les promesses des États-Unis n'engagent que ceux qui y croient, jamais l'État américain. Mais là, Marco Rubio lui-même réalise que, mais écoutez, cette option de Biden ne marche pas, les Kenyans n'aident pas. Au contraire, depuis que les Kenyans sont arrivés, depuis que le CPT s'est installé, on a perdu plus de territoire. Donc il n'y a pas de progrès. Donc on a tout fait sauf la bonne chose. Quelle est la bonne chose? Vous avez entendu l'annonce. Chers amis, on a lancé il y a 3 semaines maintenant, 1 mois, c'était le 17 août dernier, quelque chose, un mouvement qui veut réunir des vétérans haïtiens des armées américaines et canadiennes. Et j'en ai rencontré, les amis. J'ai été à Washington il y a quelques jours. J'ai rencontré des vétérans, des gens qui ont travaillé dans des théâtres de guerre beaucoup plus compliqués que l'agglomération de Port-au-Prince et qui sont disponibles, qui sont disposés. Ils ont le savoir-faire, hein, puisque le Canada, les États-Unis les ont utilisés pour faire des opérations hautement plus complexes en Afghanistan, hautement plus complexes en Irak, etc. Ils sont jeunes. C'est des gens qui ont pris leur retraite après 25 ans de service et qui sont encore dans la quarantaine. Ils ont ce que aucun autre soldat n'avait jusque-là. Ils ont l'engagement, le désir de résoudre le problème parce que c'est leur pays. J'ai rencontré une association de vétérans haïtiens il y a quelques jours à Washington. Et ils me disent, docteur Fissé, mais nous, on aimerait aller en Haïti, montrer ce pays-là à nos enfants. Nous, on aimerait y aller passer des vacances. Nous, on a, dans certains cas, on a même des terres là-bas. On a des maisons, mais on ne peut pas y aller. On est prêt. On est prêt. Et j'ai dit, mais vous êtes prêts à mourir pour ça? Il dit, non, il faut changer le langage. Nous sommes prêts à tuer pour ce pays-là. J'ai jamais été exposé à un si haut niveau d'engagement. Maintenant, vous vous posez la question, pourquoi ils n'y vont pas? Mais le droit international le leur interdit. Des vétérans haïtiens de l'armée canadienne, des vétérans haïtiens de l'armée américaine ne peuvent pas tout simplement se lever un beau matin et débarquer en Haïti. Ça s'appelle une invasion. Et bientôt, on va les taxer de terrorisme. Vous voyez, le même droit international qui ferme les yeux sur le nettoyage ethnique d'Israël à Gaza, ce même droit international, faites-moi confiance, le Canada, les États-Unis, n'est-ce pas, vont l'agiter si jamais des Haïtiens se mettent ensemble et débarquent pour résoudre le problème. Que nous faut-il? Une chose. Une chose. Un gouvernement en Haïti qui fasse appel à ces gens-là. S'il y a une demande officielle du gouvernement haïtien, s'il y a une demande officielle de l'État haïtien, qui dit par exemple à cette association de vétérans haïtiens ou à ces vétérans haïtiens, organisez-vous, venez nous donner un coup de main, alors là, l'intervention de ces vétérans devient légitime.
Alors là, nous sommes placés devant l'alternative suivante. Elle est claire, l'alternative. Nous sommes donc placés devant ces deux options. Soit que le gouvernement haïtien actuel fasse clairement appel à ses vétérans, faites-moi confiance. Ils sont déjà assez nombreux. Ils sont prêts à intervenir. Ils ont le savoir, ils ont le savoir-faire, ils ont le savoir-être. Ils sont des Haïtiens prêts à s'engager. Soit que le gouvernement haïtien actuel fasse appel à eux. On ne peut pas demander ça à Fritz Jean, il ne le fera pas. On s'est déjà parlé, il avait promis qu'il le ferait, mais écoutez, il est là plutôt pour faire de la business, pour regarnir ses comptes bancaires. On ne peut pas demander au véreux Louis-Gérald Gilles de le faire. On ne peut pas demander au très fainéant, n'est-ce pas, Edgar Leblanc de le faire. On ne peut pas demander à ces deux idiots, n'est-ce pas, Didier Alix-Fils-Aimé et Laurent Saint-Cyr de le faire. Ils ne vont jamais le faire, ils vont plutôt regarder du côté des Blancs. Donnez-nous des Blancs. Déjà, n'est-ce pas que Alix Didier Fils-Aimé a signé, n'est-ce pas, pour se maintenir au pouvoir, un contrat en cachette avec Éric Prince, le raciste, Éric Prince, le suprémaciste blanc, pour se maintenir au pouvoir. Alix Didier Fils-Aimé, qui n'a aucun droit constitutionnel d'engager l'État haïtien, a signé un contrat de 10 ans avec Éric Prince. Écoutez bien, pour que Éric Prince puisse aider l'État haïtien à prélever des taxes, à prélever des impôts, à sécuriser les douanes et les frontières. Ça s'appelle tout simplement une abdication. Alix Didier Fils-Aimé, n'est-ce pas, a littéralement renoncé à la souveraineté haïtienne et il l'a donné à ce raciste, à ce suprémaciste qu'on appelle, n'est-ce pas, Éric Prince. Donc, l'alternative, disais-je, est claire, soit que le gouvernement haïtien actuel fasse clairement la demande, ou alors qu'on le renverse et qu'on le remplace par un gouvernement dont le premier mandat sera de résoudre le problème de sécurité en faisant explicitement appel aux vétérans haïtiens. Notez comment les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, qui se sont servis de la CARICOM, sont malveillants. Vous notez que dans l'accord que le CPT a signé avec la CARICOM pour gouverner, il est clairement dit que le CPT n'a pas le choix que d'accepter la mission kenyane. Vous avez un problème de sécurité, nous avons la solution. Quelle est la solution? Ce sont les Kenyans. Si vous voulez gouverner votre pays, vous devez accepter notre option pour résoudre votre problème de sécurité. Encore une fois, il faut être vraiment des sous-fifres pour accepter ça. Mais Fridja a tellement voulu gouverner pour se faire de l'argent. Alix Didier Fils-Aimé, qui est devenu, n'est-ce pas, Premier ministre après. Mais si vous voulez, Edgar Leblanc, tous ces salopards-là, ces fainéants qui ne savent même pas comment gérer un pays, ils étaient si prêts à faire de l'argent en étant, n'est-ce pas, à la tête du pays, enfin Leslie Voltaire aussi, qu'ils ont signé aveuglément. C'est d'accord. Pour gouverner, vous devez accepter la proposition de la CARICOM qui est de faire entrer des Kenyans chez vous, même s'ils ne feront rien. Alors, l'alternative, disais-je, soit que le gouvernement haïtien fasse appel à ses vétérans pour qu'on résolve le problème une fois pour toutes, soit qu'on renverse le gouvernement et qu'on le remplace par une autre équipe qui s'engagera à faire appel aux vétérans haïtiens. Je vous ai dit, il y en a des milliers de vétérans haïtiens, des militaires, des policiers, qui sont prêts à tuer. Ils disent, ne dites pas que nous sommes prêts à mourir, nous sommes prêts à tuer pour résoudre le problème de sécurité, mais nous ne pouvons pas débarquer comme ça. Il nous faut une demande officielle. Vous avez vu le très imbécile Alix Didier Fils-Aimé se rendre à Washington pour demander que la mission des Kenyans soit transformée en une autre forme de mission onusienne, comme si nous n'avons pas eu suffisamment de missions onusiennes, mais quel imbécile! On a entendu d'autres imbéciles du CPT, Fritz Jean, Edgar Leblanc, tous ces imbéciles et ces voleurs, Leslie Voltaire, déposer la même requête. Incidemment, c'est la même requête que Ariel avait déposée devant les Nations Unies, transformer
cette patente, cette affaire-là, en une autre affaire pour nous aider à résoudre. Dites-moi, où est-ce que l'ONU a déjà résolu un problème de sécurité dans un pays africain ou dans un pays noir? Quelle gang d'imbéciles! Ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, puisque l'équipe d'imbéciles qui est là ne veut pas véritablement résoudre le problème en faisant appel à des Haïtiens qui ont le savoir-faire, le savoir-être et le niveau d'engagement qu'il faut pour résoudre le problème. Eh bien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le roi Christophe aimait à dire, pour chaque problème sérieux, il y a une solution sérieuse. Il faut renverser ce gouvernement, le remplacer par un autre qui lui fera appel à des vétérans haïtiens pour résoudre le problème. Nous en sommes là. Et c'est le seul choix viable, les amis. Arrêtons-nous une dernière fois et je reviendrai avec les mots de conclusion. À tout à l'heure. Compatriotes, Haïti en danger. Pays nous, héritage Papa Dessalines nan menacé. Femmes, kou garçon, ti moun, kou grand moun, ap sibi zak terroriste. L'ennemi historique nou yo, mare complot ak malfekte lokal. Yo gaye gros âme fan fois, tout partout sous île ya. Yo sene tout passage. Moun de bien qui en dan pa ka sorti, moun de bien qui de yo pa ka entre. Qui solution? L'ambi rassemblement sonne. First Shiloh Baptist Church, 424 Main Street, Orange, New Jersey. Samedi 27 septembre, citoyen moun de bien tanmen yon chit attendé pour aider résoudre problème sécurité en Haïti. Tout bon vrai. En pile moun savait déjà répondre présent. Parmi yo, vétérans haïtiens, professionnels qui passaient dans l'armée États-Unis et Canada. Samedi 27 septembre, 5h après-midi. Entrée gratis. N'attend tout le monde de bien, ni femme, ni garçon voyant. Je le disais dans la dernière séquence, nous avons tout essayé sauf la bonne chose. Nous avons essayé toutes les options sauf la bonne option. Mais toutes les options que nous avons utilisées ont suivi la même trame, ont suivi la même logique. La logique de faire appel aux Blancs pour délivrer un pays de nègres. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. Reprenez l'histoire de l'humanité, on parle de 3 millions d'années. Jamais un pays de Blancs va intervenir dans un pays de nègres pour l'aider. Quand un pays de Blancs débarque dans un pays de nègres, c'est pour voler. C'est pour voler notre science, ils l'ont fait en Égypte. C'est pour changer le nom de nos villes, le nom de nos grandes civilisations, ils l'ont fait en Alexandrie. C'est pour voler nos ressources, pour déstabiliser nos royaumes, nos empires. Et là, c'est toute l'histoire de l'Afrique que je devrais vous raconter. Quand un pays de Blancs débarque dans un pays de nègres, c'est pour se faire passer pour le sauveur alors que toute la dévastation a été mise en place par ce même pays. Mais nous autres peuples haïtiens, nous avons une histoire qui est encore beaucoup plus instructive que ça. Pour mettre fin à l'esclavage, nous n'avons fait appel ni à l'Angleterre, nous n'avons fait appel ni aux États-Unis d'Amérique, nous n'avons fait appel ni à l'Espagne pour chasser la France de chez nous. Nous l'avons fait par nous-mêmes. Alors, l'erreur commune qu'ont commise tous les dirigeants haïtiens depuis ces 30 dernières années, c'était de tourner le regard vers des Blancs pour nous aider à résoudre nos problèmes à nous en tant que peuple noir. C'est illogique. C'est contre les intérêts des Blancs. C'est contre leurs intérêts parce que nous autres, Haïtiens, nous avons changé l'ordre mondial en 1804. Ils nous en veulent à mort pour cela. Alors, quand nous leur demandons un coup de main, c'est pas compliqué. Yo passé nous dans Tintin. Yo passé nous dans jouette. Yo passé nous dans blague. Le temps est venu pour que nous nous prenions en main, les amis. Voilà pourquoi on a lancé ce cri de ralliement le 17 août dernier. Un nouveau bois caïman, quoi.
Des milliers de gens sont venus à Montréal pour dire oui, nous avons des vétérans, nous avons des policiers, nous avons des militaires haïtiens qui sont prêts à s'engager. Mais pourquoi ne le font-ils pas? Pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que le gouvernement haïtien refuse de faire appel à eux. Nous devons continuer à nous mobiliser pour maintenir la pression sur ces salopards et les changer parce que le temps est venu de les débarquer, ces gens-là. C'est dans cet esprit, mes chers compatriotes, que je vous invite ce samedi 27 septembre au New Jersey. Nous allons nous réunir pour donner un mandat fort à nos vétérans haïtiens, nos policiers qui sont à la retraite, nos militaires qui sont à la retraite et qui sont prêts à s'engager. Nous allons leur dire qu'ils sont notre dernière planche de salut. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Mais ils ont besoin de sentir cette légitimité. Ils ont besoin de sentir, n'est-ce pas, ce mandat-là qu'on leur donne en tant que population civile. Ce n'est pas un parti politique. Nous ne soutenons aucun parti politique en Haïti. C'est la même merde. Nous ne soutenons aucun politicien haïtien. Ce sont les mêmes vauriens. Nous voulons démarrer un mouvement citoyen. Un raz-de-marée souterrain, n'est-ce pas? Un raz-de-marée citoyen qui va se tenir derrière les vétérans haïtiens et qui va leur dire, allez nettoyer ce pays des terroristes. Eh bien, c'est pas compliqué. Les gens d'affaires, les politiciens véreux veulent nettoyer Haïti de la population civile. Un véritable nettoyage ethnique. Nous allons dire que nous allons reprendre notre pays. Pour le faire, nous allons nettoyer Haïti de ces terroristes que les États-Unis, que le Canada et la France nous ont donnés afin de voler nos terres. Voulez-vous vous engager avec nous? Mouvement citoyen. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous déplacer cette fin de semaine dans le New Jersey. Venez donner un mandat fort à nos vétérans. Venons leur dire: vous êtes notre dernière planche de salut. Le 20 décembre dernier, c'était l'anniversaire convenu de notre empereur bien-aimé, Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines n'a pas demandé aux Anglais de les aider pour l'indépendance d'Haïti. Au contraire, les Anglais disaient, écoutez, nous savons que vous voulez être indépendant, nous vous offrons un protectorat. L'empereur bien-aimé a dit, mais écoutez, on ne combat pas la France pour se mettre sous un autre empire étranger. Non, nous allons faire notre indépendance par nous-mêmes et nous allons imposer le premier État noir à la face du monde. Le premier État noir libre. Nous avons la solution. Nos vétérans ont le savoir, ils ont le savoir-être, ils ont le savoir-faire, ils ont le niveau d'engagement. Pourquoi diable le gouvernement haïtien ne fait-il pas appel à eux parce qu'ils ne veulent pas résoudre le problème? Aussi longtemps qu'il y a de l'insécurité, eh bien, ils ne pourront pas faire des élections, ils vont continuer à voler, ils sont tous en train de voler. Il faut les chasser, ces salopards-là, pour les remplacer par un autre gouvernement qui va s'engager à faire appel non pas à des Blancs, à faire appel non pas aux Américains, non pas aux Français, non pas aux Canadiens, mais à des Haïtiens, des vétérans haïtiens qui vont venir délivrer leur pays de la griffe des terroristes que les États-Unis, que le Canada et la France nous ont foutus en pleine gueule afin de voler nos ressources. De Gaza à Port-au-Prince, le même nettoyage ethnique. De Gaza à Port-au-Prince, la même avarice. On garde le moral, mes chers amis, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir.